Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, émission spéciale à l'occasion du Forum de la Finance Responsable, organisé par Lyon Place Financière et le Lab de la Finance Responsable. Le thème général de cette journée de réflexion, la finance responsable au service de l'économie de l'adaptation. Cette économie de l'adaptation, il en a beaucoup été question au cours du débat de ce matin, auquel participait Laurent Berger, directeur général de l'Institut Crédit Mutuel Alliance Fédérale, que nous sommes très heureux d'accueillir dans cette émission. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette économie de l'adaptation, cela vous a concerné, j'ai envie de dire, directement, à titre personnel, puisqu'après un peu plus de 10 ans à la tête de la CFDT, le premier syndicat en France, vous vous êtes vous-même adapté à un changement en profondeur en rejoignant le groupe Crédit Mutuel. Comment ça s'est passé, cette adaptation personnelle ? Voilà, l'adaptation personnelle s'est très bien passée, mais j'avais envie de continuer à être utile. Et de mon point de vue, continuer à être utile, c'est d'agir sur les leviers qui sont les nôtres. Et sur la question environnementale et sociétale et sociale, le levier de la finance est un levier extrêmement puissant. Et j'avais envie d'aller taper dans la butte, excusez-moi cette expression un peu triviale, mais d'aller mettre les mains dans le cambouis sur ces enjeux-là. Et j'avoue, je suis tombé dans un groupe qui a une vraie sincérité sur la transition environnementale et solidaire, qui a décidé d'y mettre des moyens en constituant cet institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, avec une équipe assez nombreuse. Oui, justement, j'allais vous demander quelle est votre mission à la tête de cet institut Crédit Mutuel. La mission finale, d'une certaine manière, c'est d'accompagner nos clients dans la transition en aidant les métiers à cet accompagnement. Et donc, on a 3 pôles. On a un pôle d'expertise, des expertises sectorielles, pour partir de la réalité des différents secteurs, pour les aider à la décarbonation, pour les aider à mesurer leur empreinte. On a un pôle qui permet de justement mesurer cette empreinte et de construire ces trajectoires sectorielles à partir de la donnée qui sont les nôtres. Et puis on a un pôle déploiement, c'est comment on accompagne les métiers de notre groupe, 78 000 collaborateurs, différents métiers de banque et de l'assurance, à accompagner leurs clients, à s'initier à ces enjeux-là de transition juste. Et donc voilà, on a une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui en action. Et donc c'est un peu la direction ESG du groupe, pour dire les choses un peu simplement. Alors, urgence de l'adaptation et coût de l'inaction, c'était le thème de la plénière de ce matin. Quelles sont pour vous les principales urgences en matière d'adaptation ? Les principales urgences en matière d'adaptation, c'est d'avoir une analyse assez fine secteur par secteur, de savoir à quoi sont soumis ces secteurs, d'abord à la fois en termes d'adaptation, puis en termes d'impact et plus long terme sur le réchauffement climatique. Il y a un enjeu d'assurabilité, fondamentalement, c'est-à-dire qu'on a besoin de mesurer les risques physiques, et puis on a besoin profondément d'investissement. D'investissement et de délibération. L'investissement, pourquoi ? Parce que le coût de la transition, on sait, il est très élevé. Il y a besoin de 66 milliards de supplémentaires par an d'investissement dans cette transition. Et puis, on a besoin de délibération parce que cette transition, elle ne se fera que si on est capable de regarder les effets de bord d'une certaine manière, c'est-à-dire dans la chaîne de valeur, qu'est-ce qui va souffrir, quels sont les emplois qui vont souffrir, quels sont les citoyens qui potentiellement peuvent être impactés par ces logiques d'adaptation ou de transition. Donc on a besoin vraiment d'investissement et de délibération. Et quels sont les freins en matière d'adaptation ? Et j'ai envie de dire, qui freine ? Nous tous. Nous tous. Nous tous, on freine. Nous tous, on freine parce qu'on sait qu'on va tous individuellement avoir à vivre des façons de se déplacer, de se nourrir, de travailler, différentes de ce qui est le cas aujourd'hui. Nous tous, parce que on sait qu'on va avoir affaire à quelques contraintes supplémentaires, des contraintes collectives et individuelles, et donc finalement nous. Et puis les entreprises sont parfois rétives parce que le jusqu'ici tout va bien peut fonctionner, c'est-à-dire une absence de projection. Aussi une crainte de la réglementation à outrance. Et donc je crois qu'il faut dépasser ça en montrant un chemin en appelant à la responsabilité les uns et les autres. Les citoyens, on pourra y revenir, mais les entreprises, c'est quoi ? C'est de se projeter dans le cadre de ce réchauffement climatique et de regarder ce que peut être son action. Son action en propre, mais aussi son impact sur l'environnement. Et ce coût de l'inaction, comment le mesure-t-on ?
En tout cas, pour un groupe comme le nôtre, de banque assurance, pour les assurances de crédit mutuel, sur les années 2022-2023, c'est 800 millions de coûts supplémentaires liés aux aléas climatiques et aux accidents climatiques. Et on sait que ce qui se passait tous les 10, 15, 20 ans, ça va se passer tous les ans dorénavant. Donc on le mesure, y compris par la sinistralité. Quand on parle d'inaction, qui est visé, qui est en première ligne? L'État, le Parlement, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens? Je disais ce matin que le jeu de chamboule-tout ou on se renvoie à la patate chaude est un jeu mortifère. Il y a une responsabilité partagée. On a besoin de cadres européens et nationaux, de direction assez clairs. On a besoin de régulation, mais de la régulation qui se fait par de la confiance et pas par de la notation bête et méchante. Mais on a besoin que les entreprises aussi rentrent davantage dans l'action, que les banques jouent davantage leur rôle. Moi, j'ai rejoint un groupe bancaire qui a encore beaucoup à faire, mais qui a quand même décidé d'investir 15% de son résultat annuel dans le dividende sociétal pour financer des projets environnementaux et solidaires. Voilà, on a tous besoin de bouger. C'est-à-dire que le jeu qui consiste à dire « je ne bougerai pas tant que l'autre ne bouge pas », ça ne marche pas. Très clairement, la transition qu'on a à faire, c'est il faut des changements structurels qui sont faits d'un niveau supranational ou national, mais il faut aussi que chacun d'entre nous s'interroge sur ce qu'il doit faire ou pas faire. Vous avez ouvert ce matin les débats par une keynote sur le thème « Être responsable dans l'incertitude ». Est-ce que vous trouvez que la classe politique est responsable ou pas assez responsable depuis quelques mois? Écoutez, je n'ai pas décidé de me retirer un peu du débat public pour le commenter tous les matins, mais je pense qu'il n'y a pas assez une prise de conscience dans le monde politique de l'enjeu de long terme que constitue la transition. Et donc, les yeux rivés sur l'élection prochaine, ça empêche de penser loin. Merci beaucoup, Merci. Laurent Berger. Voilà, dans le cadre de ce forum de la finance responsable, le débat qui va suivre dans un instant, c'est face à l'urgence, quel rôle pour la finance? Et nous sommes très heureux d'accueillir Camille Lecas, dirigeante d'Euronext, un spécialiste, on va dire, sur les questions ESG. La finance doit se montrer encore plus sélective dans ses investissements? Alors, les marchés financiers sont appelés à jouer un rôle important dans le financement de la transition écologique. Je ne sais pas s'ils doivent être plus sélectifs, par contre, ils doivent être concentrés et flécher l'épargne vers deux grandes thématiques, à mon sens. La première est le financement de la transition, donc il va falloir financer les investissements des sociétés qui sont déjà présentes et qui ont besoin d'investir massivement pour faire évoluer leur business model. Et puis, il y a un deuxième rôle qui est celui du financement de l'innovation technologique qui va nous permettre d'adresser en tout ou partie cette crise climatique qui s'annonce. Donc il y a la partie financement de l'innovation et financement de la transition. Pour moi, il y a vraiment ces deux volets-là. Ces deux volets. Et quel est le rôle et quelle doit être la ligne de conduite d'un opérateur comme Euronext face à l'urgence, justement? Alors sur ces sujets-là, on a deux rôles. Le premier, c'est d'accompagner nos dirigeants de sociétés cotées dans la compréhension des attentes des investisseurs sur ces thématiques ESG et donc leur faire comprendre que le monde a changé, l'urgence se pose de façon différente et donc les dirigeants doivent être à même de répondre aux problématiques qui se posent sur ces sujets-là. Et la deuxième partie, c'est qu'on doit, nous, développer des produits financiers à même de flécher les investissements vers tout ce qui est défi climatique. Donc, par exemple, on a créé plus de 350 indices ESG chez Euronext sur lesquels sont adossés des fonds ou des ETF qui visent justement à financer des pans et des volets de la transition. Ces entreprises à côté sur Euronext, vous les sentez très comment dire, très mobilisées, très à l'écoute sur ces questions, demandeuses, où il y a encore des freins? Alors, c'est un sujet qui a émergé de façon très forte ces dernières années par l'axe réglementaire, parce qu'il y a la fameuse directive CSRD qui va s'imposer à un premier gros batch de sociétés dès l'année prochaine, et puis après les plus petites suivront. Et donc c'est un sujet qui aujourd'hui est douloureux pour beaucoup de dirigeants, parce que c'est contraignant, c'est difficile, c'est technique et c'est rêche. Donc le sujet s'est quand même beaucoup posé dans ces... Voilà, ça hérisse un peu et c'est normal. Mais ceci étant posé, lorsqu'on aura passé cette période difficile et de friction, nous on trouve que les sociétés ont déjà fait beaucoup de progrès. On a publié une étude récemment et en 3 ans, les sociétés cotées ont publié plus de 40% data point ESG en plus. Elles ont toutes amélioré leurs émissions carbone. Quand je dis amélioré, c'est elles les ont réduit sur les scopes 1, 2 et 3. Et donc c'est très encourageant. Donc en fait, elles ne l'ont pas fait au détriment de la croissance. C'est-à-dire qu'elles ont augmenté leur chiffre d'affaires et baissé leur consommation énergétique en même temps. Donc voilà, ça va dans le bon sens. On entend dire parfois qu'il faut interdire le financement de certains secteurs comme l'armement dans un monde qui est dominé par des crises géopolitiques majeures. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Alors, je ne pense pas, personnellement, et puis c'est la position d'Euronext qu'il faille interdire le financement de certains secteurs.
Parce que notre monde est très complexe et les problématiques qui se posent sont très complexes. Donc avoir des positions un peu manichéennes, généralement, ça ne fonctionne pas. En revanche, et c'est le même cas pour tout ce qui est oil and gas, exploitation de ressources naturelles, etc. Nous, on considère qu'il faut justement que ces sociétés-là aient accès à des capitaux pour pouvoir financer l'évolution, pour financer de nouvelles technologies, pour changer tout ce qui va. Donc nous, on est plutôt sur une logique de transparence, et c'est pour ça que CSRD va dans le bon sens. Les sociétés doivent être transparentes sur ce qu'elles font, les risques auxquels elles s'exposent en termes de réputation, d'impact sociétal, gouvernemental, etc. Et c'est ensuite au marché, aux investisseurs de décider. Voilà. Et l'argent pour financer ces transitions, l'innovation, vous l'avez bien expliqué, et puis les transitions, il est là, il existe, il n'y a pas de souci? Il existe. Ensuite, il ne faut quand même pas être naïf. Ces dernières années ont quand même été plutôt favorables à des investissements opportunistes dans certains secteurs que sur comme l'armement ou tout ce qui est ressources pétrolières ou énergétiques, parce que c'était un sujet très compliqué depuis le conflit en Ukraine. Mais il est là, il y en a, il faut continuer de le mobiliser et de le flécher. Et d'ailleurs, plus de 60% des fonds européens incluent des thématiques ESG dans leurs décisions d'investissement. En revanche, on voit beaucoup d'entreprises quitter la bourse et peu y venir, notamment ici dans la région. Oui, alors c'est des sujets qui sont plus larges. Les entrées et les sorties de bourse, c'est des mouvements qui parfois sont positifs, parfois sont négatifs. Ça dépend des conditions dans lesquelles elles ont lieu. En ce qui consiste de la dynamique, les marchés n'ont pas bénéficié de fenêtres très favorables ces dernières années pour les introductions en bourse. Il y a eu beaucoup d'instabilité macroéconomique. Et dans ces périodes-là, les marchés sont habituellement plus frileux. Après, nous, on est quand même conscients, parce qu'on rencontre beaucoup d'entreprises, notamment en région Rhône-Alpes, de très grande qualité, qui ont des problématiques d'expansion et de développement. Et pour ça, il n'y a quand même pas photo. À un moment ou à un autre, on a besoin de capitaux et d'equity dans de grandes quantités. On sait que la bourse, il faut raisonner sur le long terme. Tout à fait. Merci beaucoup Camille Lecas d'être venu dans le journal Éco de Lyon Décideur. Nous accueillons à présent Marc Dauvancuan, président du comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Vous planchez quant à vous alors sur le thème face à l'urgence, quel rôle pour la finance et plus précisément, quel doit être le rôle des banques classiques? Alors le rôle des banques classiques dans ces périodes de transition, c'est d'être présent, déjà d'être présent aux côtés des clients en permanence, de conseiller, de rassurer dans des points de difficulté et puis de tracer l'avenir, c'est-à-dire de s'investir en trouvant des solutions qui peuvent être innovantes et apporter des solutions à des clients et à des territoires. Alors justement, comment est-ce que vous vous organisez face à ces urgences dont il a beaucoup été question? Alors il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, c'est s'organiser en interne pour préparer les sujets. Ça veut dire, nous, densifier les compétences, former des collaborateurs à ce sujet, leur donner du sens de façon plus globale, et puis ensuite intégrer des nouveaux profils qui sont à même de répondre à des thématiques spécifiques qu'on ne connaissait pas avant. Et puis après, dans nos propres modèles financiers, trouver des solutions pour avoir beaucoup plus de présence dans la partie scoring des risques, dans la partie cartographie de ces risques-là, pour guider les clients et être de bons conseils. Donc il y a à la fois une grosse réflexion interne de densifier les compétences, et puis une grosse présence terrain avec des outils nouveaux, des approches nouvelles pour appréhender des incertitudes, parce que les schémas et les changements sont assez nouveaux et on ne peut pas prévoir. Donc c'est comment anticiper. Alors face à l'urgence, justement, les banques doivent-elles être encore plus impliquées et prendre peut-être plus de risques dans le financement de ces transitions, par exemple? Oui, on doit jouer notre rôle, et notre rôle, c'est aussi dans une logique où quelquefois tout le monde se regarde en se disant que c'est l'un ou l'autre qui va intervenir, de prendre les devants. Donc automatiquement de prendre plus de risques en les qualifiant, en les quantifiant, en se posant sur des temps beaucoup plus longs, mais pour susciter le mouvement, susciter la transformation, créer, pousser et accompagner des idées émergentes dont les modèles ne sont pas forcément totalement finalisés, mais c'est notre rôle d'être là au début et puis de soutenir dans la durée et d'être à l'initiative dans un collectif, parce que rien ne se fera tout seul, mais d'être au centre en tout cas et d'être au cœur pour faire bouger l'ensemble des écosystèmes. Pleinement votre place. Exactement. Merci beaucoup Marc Dauvancuan, président du comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous. Alors vous avez créé un lab de la finance responsable avec Lyon Place Financière. Qui retrouve-t-on dans ce lab et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors ce lab est tout nouveau. Donc il a une gouvernance qui sera très forte, qu'on est en train de structurer avec plutôt des institutionnels et des personnes qui sont très sachantes sur ces sujets de lab. Donc on est en train de construire cette gouvernance et elle aura pour objectif d'une part de travailler et d'avoir des think tanks sans refaire ou sans faire ce qui existe par ailleurs. Je pense essentiellement à Paris où il se passe des choses magnifiques. Donc faire des choses spécifiques au territoire et puis être aussi une organisation qui donne des ressources à l'ensemble des acteurs économiques sur les sujets de la finance responsable et sur plus globalement tout ce qui est économie verte. Alors ce forum de la finance responsable, c'est une grande première. Oui, je vous confirme. Vous l'avez créé pour
pour quelles raisons et qu'est-ce que vous retenez des premiers échanges de ce matin, hein, sachant qu'au moment où on enregistre, le forum se déroule, hein, il n'est pas terminé. Alors écoutez, pour sourire, moi, la première publication que j'ai faite en tant que président il y a 5 ans, ça s'appelait la finance responsable. Donc c'est un sujet qui mature et il a fortement maturé. Je trouve que d'ailleurs Lyon Place Financière a été moteur sur ce sujet de la finance responsable et ceci depuis des années grâce à des commissions qui travaillent dessus. Et là on passe un nouveau palier avec cette création de ce lab et derrière on met tout ça en musique à travers ce premier forum qui est le premier forum, et ça veut dire qu'il y en aura bien évidemment d'autres et qui a vraiment pour vocation de faire émerger ou de réunir l'ensemble des acteurs. Force est de reconnaître que c'est plutôt, pour l'instant, un excellent succès, puisqu'il y a énormément de monde. Merci beaucoup Frédéric Morel, bravo pour l'organisation de ce premier forum de la finance responsable. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Journal Éco. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.